Bonjour ou bonsoir, c'est selon. Bienvenue dans la 6e émission des Visages de la Recherche. Chaque émission de chercheuses, de chercheurs, les explorateurs d'aujourd'hui dont on a tant besoin. Coraline Rader-Mecker, bonjour. Bonjour Pascal. Vous êtes chercheuse et spécialiste des neutrophiles. Ok, mais d'abord, essayons de voir qui vous êtes. Au départ, études de vétérinaires, les gros animaux. Alors comment êtes-vous passé des gros animaux aux lilliputiens neutrophiles? Alors c'est une très bonne question. Donc c'est vrai qu'au début, moi j'ai fait des études de médecine vétérinaire, oui. Et donc je me destinais plutôt à la médecine équine, donc des chevaux. Ça me passionnait, oui. Mais pendant mes études, très rapidement, j'étais très curieuse et je me suis rendu compte que ce qui m'intéressait aussi beaucoup, c'était les cours plus fondamentaux comme la biologie, la physiologie, et donc de comprendre comment notre organisme fonctionne. Et donc en avant-dernière année d'études, alors que je prévoyais d'intégrer une équipe de médecine équine, le professeur Fabrice Bureau m'a proposé de venir quand même voir son laboratoire. Il m'a parlé de la recherche, et donc je me suis dit, bah, pourquoi pas. Et donc j'ai fait un stage en recherche. Et là, je suis tombée amoureuse de la recherche. Et cette année, vous êtes devenue chercheuse qualifiée au FNRS, c'est le premier grade. Alors j'imagine que pour vous, c'est un événement dans votre vie. Ah oui, oui, un sacré événement. C'est un gros soulagement, un très bel accomplissement. Et donc ça va changer énormément de choses parce qu'il faut savoir que les laboratoires de recherche sont responsables de trouver leur propre fonds de financement pour leur fonctionnement. Et tant qu'on n'a pas de position permanente, en fait, on ne peut pas postuler à des fonds. Et donc, maintenant que je suis chercheur qualifié, je vais pouvoir obtenir de l'argent pour faire fonctionner le laboratoire. Alors, nouvelle génération de chercheuses, est-ce que vous êtes différente des autres? Et en quoi? Ça, c'est très difficile à dire, parce que dans les autres générations, tout le monde n'est pas pareil. Donc, est-ce qu'on est différent des autres? Il y a quand même un changement ou pas? Vous travaillez différemment alors, peut-être qu'on essaye plus d'avoir un équilibre entre notre vie professionnelle et notre vie privée. Voilà. Voilà, déjà une différence. Et sinon, je pense que quand on est chercheur, on est amené à beaucoup s'adapter, à être tout le temps en évolution. Et donc, voilà, je pense que naturellement, on évolue avec notre recherche. Alors, parlons maintenant de votre recherche. Les neutrophiles, quand on fait une analyse de sang, on voit neutrophiles. Alors, moi, j'ai appris, grâce à vous, qu'on avait découvert ces neutrophiles au 19e siècle et que chaque jour, nous en avions 100 milliards dans notre corps et principalement dans les poumons. C'est exact. Donc, ce sont des cellules qu'on a découvertes il y a très longtemps, donc on connaît depuis longtemps, qu'on pensait très bien connaître, on pensait en avoir fait le tour. Mais depuis le début des années 2000 et l'arrivée de nouvelles technologies, on s'est rendu compte qu'en réalité, ils nous réservaient encore énormément de surprises. Ils ont une durée de vie beaucoup plus longue, ils exercent beaucoup de fonctions qu'on ne connaissait pas du tout. Et effectivement, on s'est rendu compte que notre corps, tous les jours, il en produit 100 milliards. 100 milliards! Alors ça demande énormément d'énergie. Et donc, on a toujours connu les neutrophiles comme les premiers soldats contre les invasions, contre les agents pathogènes. Donc, une protection. C'est ça, c'est les premiers soldats. Mais on se dit, est-ce que notre corps, il utilise l'énergie pour en produire 100 milliards tous les jours, uniquement dans l'éventualité de rencontrer un agent pathogène, ce qui finalement est un événement qui n'arrive pas très souvent? Ou bien est-ce qu'ils ont aussi une autre fonction qui n'est peut-être pas liée juste à la défense contre des agents pathogènes, mais qui participe au bon fonctionnement de notre corps? De l'ensemble des organes. Exactement. Alors, voyons un peu ce que c'est que des neutrophiles. Vous avez apporté une image. Oui. Alors, bon, c'est quoi ces gros ronds verts, si j'ose dire? Alors, ce qu'il faut savoir, pour commencer, c'est que cette image, c'est une image donc d'un poumon chez une souris qui est vivante. C'est ce qu'on appelle de la microscopie intravitale. Donc, on a réussi à voir en temps réel, chez une souris vivante, ces neutrophiles. Ce qu'on voit, c'est qu'on voit plein de grands tuyaux verts. Ça, ce sont les tout petits vaisseaux sanguins qu'on a dans notre poumon, qu'on appelle les capillaires. Et dans ces capillaires, on voit
des boules rouges allongées, et ça, ce sont les neutrophiles. Et donc, ils sont présents chez des souris en très bonne santé, qui n'ont pas du tout d'agents pathogènes. Et chez nous aussi. Et chez nous aussi. Et pourquoi sont-ils présents alors qu'on est en bonne santé à ce point-là? Eh bien, c'est la question à laquelle on aimerait répondre. Oui. Donc, on se dit peut-être qu'ils ont une autre fonction. Et en fait, on s'est rendu compte, donc on a commencé à répondre à cette question, et on se rend compte que les neutrophiles, quand ils rentrent dans le poumon, eh bien, ils acquièrent une forme qui est tout à fait particulière, différente de lorsqu'ils circulent librement dans le sang, ailleurs dans l'organisme, et ils régulent en fait la fonction et le maintien des vaisseaux sanguins pulmonaires, et ça en l'absence d'une invasion par un agent pathogène. C'est ça. Mais il y en a aussi dans d'autres, comment dirais-je, dans d'autres organes qui aussi nous protègent théoriquement. Alors, il y en a beaucoup moins dans les autres organes. Oui. Donc, c'est aussi ça qui est assez intriguant, c'est que le poumon, c'est vraiment un des seuls organes au niveau desquels énormément de neutrophiles viennent se loger dans les tout petits capillaires. Alors, neutrophiles, des amis, mais parfois aussi des ennemis. Et ça, on ne le savait pas. On savait que ce sont quand même... Donc, on sait que ce sont des cellules qui sont les premières à réagir contre les agents pathogènes. Oui. Et le problème, c'est que si ces cellules, elles ne sont pas bien régulées, eh bien, elles peuvent entraîner des dommages au niveau de nos tissus. Ah. Et donc, dans ce sens-là, ce sont un peu des ennemis. Donc, il faut que leur activité soit bien régulée. S'ils sont induits en excès, eh bien, ils peuvent entraîner des dommages. Mais on se rend compte de plus en plus que ce sont aussi des amis de notre organisme. On sait maintenant qu'ils jouent des rôles dans, par exemple, la réparation tissulaire, le retour à la normale après l'inflammation, dans des processus métaboliques et aussi peut-être dans AVC, le maintien... Les Alzheimer? Alors, on ne sait pas encore. C'est la question à laquelle... Vous travaillez? Je ne travaille pas encore, mais bien comprendre comment les neutrophiles régulent la fonction des vaisseaux sanguins dans des conditions normales, ça va nous permettre après d'étudier comment ils interagissent avec les vaisseaux sanguins dans des conditions pathologiques et entre autres dans des phénomènes neurodégénératifs comme Alzheimer ou les AVC. Et donc trouver de nouvelles cibles thérapeutiques. Et ça, c'est le concret de votre recherche fondamentale. Oui. Donc ça, ce serait vraiment... C'est vraiment l'objectif ultime, ce serait de trouver des thérapies pour des maladies pour lesquelles nous n'en avons pas encore. Mais Coraline, vous parlez des vaisseaux sanguins. Mais vous n'êtes pas une spécialiste des vaisseaux sanguins. Donc, dans votre recherche, vous êtes obligée de toujours apprendre et peut-être d'avoir d'autres collaborations. Alors oui, c'est ça aussi la richesse du métier de chercheur, c'est qu'on prend des risques, on essaie de répondre à des questions et souvent on est amené à sortir de nos zones de confort, comme par exemple dans ce projet-ci où moi je suis immunologiste à la base. Oui, c'est ça. Mais comme je vois qu'ils ont un rapport, que ces neutrophiles ont un rapport très étroit avec les vaisseaux sanguins, eh bien, avec les autres personnes de l'équipe qui travaillent sur ce projet, on a dû commencer à apprendre différentes techniques pour comprendre la biologie des vaisseaux sanguins. Exactement. Oui. Et donc là, vous quittez votre zone de confort, quoi. Exactement. Mais c'est ça aussi qui est très gai et qui est très enrichissant en recherche. Alors, bon, à vous entendre, notre système de défense est quand même extraordinaire, moi je dirais un peu magique. Est-ce qu'on a encore beaucoup de choses à découvrir? Est-ce qu'il est encore plus performant qu'on ne pense? Alors, je pense qu'on a encore énormément de choses à découvrir au niveau de ce système de défense. Alors, performant, je ne sais pas vraiment si on peut dire performant, mais très hétérogène, très varié. On se rend compte que les cellules de notre système de défense, elles sont très plastiques, elles peuvent répondre à notre environnement, elles peuvent être éduquées par notre environnement et elles peuvent avoir plein de fonctions qui ne sont pas uniquement liées à la défense. Et donc, il y a encore énormément de choses qu'on doit comprendre, ce qui est vraiment une très bonne nouvelle pour nous. Alors, vous avez parlé des souris. Ça veut dire que le in vitro, c'est trop limite pour les expériences, que vous avez besoin du in vivo pour aller plus loin, parce que c'est du vivant? Alors, c'est sûr qu'on essaie au maximum de remplacer l'utilisation d'êtres vivants par d'autres méthodes, mais comme vous le comprenez, par exemple, pour mon projet de recherche, on étudie des cellules qui viennent de la moelle osseuse, qui circulent dans le sang, qui vont se loger dans le poumon, qui sont en contact avec d'autres cellules, des vaisseaux sanguins. Donc ça fait intervenir des organes, différents organes, qui sont très éloignés dans le corps, différentes composantes, et donc ça, c'est très difficile de reproduire ça dans un système artificiel. Donc on est toujours obligé à un moment de repasser dans le vivant pour pouvoir bien comprendre les différents phénomènes qui se passent au niveau de notre organisme. Alors bon, vous êtes une toute jeune chercheuse, hein. Vous venez d'être agréée, si j'ose dire. Est-ce que c'est vrai que les jeunes comme vous sont obligés de publier
pour leur avenir, pour leur avenir, leur renommée, etc. Est-ce que c'est vrai? Et ça, est-ce que ce n'est pas une sorte de pression un peu mauvaise? Alors, c'est vrai pas que pour les jeunes, mais aussi pour les chercheurs qui sont déjà confirmés et qui doivent continuer à prouver, qui sont toujours dans la danse, toujours compétitifs. Oui. Et donc, malheureusement, c'est vrai que pour le moment, la publication, c'est l'output qu'on peut vraiment mesurer de notre recherche. Oui. Et donc, ça reste un critère important pour évaluer la recherche. Et donc, c'est vrai qu'on sait qu'on doit publier pour montrer qu'on est compétitif. Alors maintenant, on essaye de ne pas subir trop cette pression, parce qu'on ne doit pas publier à tout va, dans tous les sens. On essaye d'abord de raconter une belle histoire, de répondre à une question intéressante, et puis une fois qu'on a bien répondu à notre question, on essaye de la publier au mieux, et donc en essayant de ne pas penser que publication, mais plutôt histoire, question, relevance et pertinence de nos sujets. Alors bon, beaucoup de pression. Pour vous détendre, vous faites quoi? Moi, je le sais, mais... Alors, je cours beaucoup, je fais de l'escalade et j'adore la montagne, donc je vais... Oui, quand on s'est parlé, on dit, je pense que je vais aller escalader. Oui. Mais là, c'est dans une salle, mais vous escaladez aussi les montagnes. Oui. C'est une métaphore de la recherche? Escalader? Oui, je pense. Alors, pas uniquement dans le sens où on veut atteindre un sommet, et pas du tout, mais c'est vrai que ça ressemble très fort à la montagne, finalement, la recherche, parce que on a un rêve, on se pose une question, on veut aller sur un sommet. Alors, on se pose cette question, on constitue la cordée, on constitue l'équipe, parce que, comme en montagne, en recherche, on va beaucoup plus vite, beaucoup plus loin si on est une bonne équipe. Ensuite, on étudie comment est-ce qu'on va atteindre cette recherche, comment on va atteindre ce sommet, on va passer par là, ok. Ensuite, on se met dans les meilleures conditions, on se forme, on s'entraîne, puis on est prêt, on part. Et puis là, tout au long du chemin, on va devoir rectifier la trajectoire, se dire « Ah non, on voulait passer par là, on voulait faire ça, mais ça passe pas ». On va devoir évaluer les risques, on doit toujours prendre des risques puisqu'on part explorer des choses qu'on ne connaît pas. Et donc, on doit se dire ce risque-là, on peut le prendre, mais celui-là, on ne va pas le prendre. Et puis, voilà, et au final, on n'atteint pas toujours le sommet, on n'arrive pas toujours à répondre à la question, mais on ouvre des nouvelles voies et dans tous les cas, on a toujours découvert de nouveaux endroits et découvert de nouvelles choses. Vous venez de définir, par métaphore, la recherche. Dernière question. Vous êtes toute jeune. Quelle est votre utopie quand vous serez au bord de la pension? Votre utopie pour votre recherche? Allez, rêvez. Alors, ce serait d'avoir démontré des fonctions incroyables du système immunitaire qui ne sont pas que liées à la défense. Et évidemment, l'utopie, ce serait de trouver des nouvelles cibles thérapeutiques, des nouvelles thérapies pour des maladies pour lesquelles on n'a pas du tout de thérapie et qui affectent très fort la vie des gens actuellement. Merci Coraline Radermaeker. On se retrouve pour ces entretiens sur tous les sites d'IPM, La Libre, l'ADH et l'Avenir.